Bienvenue dans le Craft Project, une émission de podcast produite par Métiers Rares qui propose des conversations intimes avec des artisans d'art. Un artisan d'art est un homme ou une femme qui choisit de faire apparaître de nouveaux objets sur la planète et consacre à cette tâche son corps, son âme et son esprit avec technique et poésie. Du dernier des Mohicans au néo-artisan, le Craft Project cherche à comprendre comment se construit et se vit une vie d'artisan, pour parler à nos cœurs de faiseurs, de chercheurs de sens et de rêveurs. Je suis Raphaël Métiers Rares et aujourd'hui, j'interroge Patrick Michel. Patrick Michel est astrophysicien. Il est chercheur au CNRS et participe à des missions de pointe au Japon et aux États-Unis à la recherche des origines de la vie. Il partage avec les artisans d'art une fascination pour la matière, une passion dévorante pour sa discipline et une volonté farouche de transmettre ses lumières. Bonjour Patrick Michel. Bonjour. Elle a commencé comment votre vie d'astrophysicien ? Vous étiez comment petit ? Alors petit, j'étais très dynamique, un peu foufou. Et en fait, ma vie d'astrophysicien, elle a commencé à Saint-Tropez où je suis né, où mon père avait créé l'hôtel La Pinède. J'ai grandi dans cet hôtel et en fait, je côtoyais les étoiles du cinéma. Et puis, je me suis rendu compte très vite que ça serait peut-être plus facile de mettre sous forme mathématique les étoiles du ciel que celles du cinéma. Donc, je me suis très vite intéressé au ciel. J'étais curieux de tout, en fait. Je me posais plein de questions. J'aurais pu être destiné à reprendre l'hôtel de mon père. Et puis, en fait, j'étais très bon en classe et j'avais un prof de physique qui m'a fait comprendre que grâce finalement à la compréhension du monde et grâce aux mathématiques, en regardant une étoile simplement, on pouvait calculer son âge, sa masse, sa température, sans même la toucher. J'ai trouvé ça très puissant. De même, on dessine une aile d'avion, puis en comprenant comment une aile fonctionne et avec de belles équations, on peut prédire si elle va voler ou non. Et ça, j'ai trouvé ça génial. Alors c'est intéressant parce que dans les métiers d'art, on parle souvent des maîtres et des premiers qui montrent la voie. Ce maître, ça fait partie des personnes qui ont déterminé votre vie ? Oui, en quelque sorte. Lui, puis après... Il y en a eu d'autres ? Les d'autres scientifiques, Poincaré, Einstein, etc. Ah oui. Oui, bien sûr. Ouais. Et les philosophes aussi, parce que je m'intéresse aussi à la philosophie. Donc j'ai un petit peu eu ces guides-là qui m'ont aidé à faire mon parcours, effectivement. Et alors, qu'est-ce qui vous fascine autant dans le ciel ? Qu'est-ce que vous cherchez, vous, en fait ? Ce qu'on cherche à comprendre, c'est d'où on vient, finalement. C'est les grandes questions métaphysiques que l'homme s'est toujours posées. C'est d'où vient-on, où va-t-on, et est-ce qu'on est seul dans l'univers, en gros. Et puis, bien sûr, protéger notre planète, parce que finalement, on est des petits êtres vivants sur un tout petit corps face à l'immensité de l'univers. Et malheureusement pour nous, il n'y a pas de plan B. On est voué à rester sur cette planète. On pense aller sur Mars, mais ce sera quelques hommes. Enfin, avant d'y envoyer une civilisation, on a encore beaucoup de travaux à faire. Déjà, même pour envoyer un être humain, on n'y arrive pas pour l'instant. Donc, il est important aussi de protéger cette planète, surtout protéger l'humanité, parce que la planète, elle peut vivre sans nous, sans aucun problème. Et pour ça, c'est très intéressant d'aller voir aussi dans le système solaire les autres corps, parce qu'on fait ce qu'on appelle de la planétologie comparée, c'est-à-dire par exemple, si on prend le cas de Vénus, Vénus c'est une planète qui est très semblable à la Terre, à peu près la même masse, à peu près la même distance au Soleil, et pourtant, il y a un effet de serre extraordinaire, il fait 400 degrés à la surface, il pleut de l'acide sulfurique, donc c'est une planète ratée dans l'esprit d'une planète qui amènerait au vivant. Et en comprenant comment cet effet de serre s'est emballé, on peut peut-être aussi comprendre ce qui pourrait ou aurait pu arriver à la Terre. Donc c'est un petit peu toutes ces questions-là, notre survie, nos origines et puis bien sûr l'origine de l'univers et son destin. Vous trouvez des réponses parfois ? Alors en fait, le problème, c'est que bien souvent, les réponses que l'on a apportent d'autres questions. Donc c'est un peu sans fin, mais c'est ça qui est super. Et en même temps, c'est aussi une façon de s'émerveiller parce que la nature est vraiment magnifique. Sur Terre, bien sûr, mais aussi dans l'univers. Et maintenant, on a la chance par rapport à avant que commence l'ère spatiale. On a la chance maintenant d'avoir des images de nouveaux mondes. On a actuellement des sondes qui visitent des astéroïdes qui nous renvoient des images à tomber par terre. Décrivez-nous ces images, celles qui vous parlent le plus. Alors, celles qui me parlent le plus... D'un point de vue esthétique, alors. Pas forcément d'un point de vue scientifique, mais celles qui vous ont le plus touché. Alors écoutez, celles qui me parlent le plus actuellement, ce sont celles de Jupiter, qui sont des images envoyées par une sonde de la NASA qui s'appelle Juno, qui est en train d'être autour de Jupiter pour en
comprendre sa structure interne. On cherche à comprendre si Jupiter, qui est cette planète géante, qui fait 300 fois la masse de la Terre, elle est essentiellement faite de gaz, mais on se demande si elle n'a pas un noyau solide. Et donc cette sonde est là parce que ça permet de répondre aux grandes questions de formation des planètes. En fait, il y a une caméra sur cette sonde qui est une caméra étudiante, qui n'était pas une caméra scientifique, et qui nous renvoie des images qui, franchement, quand je les mets sur un écran, je me dis que l'art contemporain, il n'a rien à nous apprendre, parce que si on signait ça d'un grand artiste, mais ça vaudrait de l'or, c'est magnifique. C'est des tourbillons, c'est des couleurs, ça va du jaune au violet à l'orangé, parce qu'en fait, dans cette planète, il y a de l'hydrogène, il y a de l'hélium, il y a de l'ammoniac, du méthane, et tout ça, ça fait des couleurs. En plus, c'est une planète, il y a des vents extrêmement forts à la surface, ça tourne très très vite, donc ça crée des structures tourbillonnaires, et on a l'impression de voir un tableau abstrait, sauf que c'est du concret, que c'est une planète, que c'est la réalité, et c'est époustouflant. Alors justement, sur ce voyage que vous faites tous les jours entre le concret et l'abstrait, parce que là, on est arrivé dans votre bureau, il y a des équations partout, vous nous parlez de mathématiques, et en fait, vous avez les yeux qui brillent, vous parlez de beauté, vous parlez de couleurs, vous êtes tout le temps dans une espèce d'aller-retour entre la technique et la poésie, vous. Ah oui, mais de toute façon, pour moi, une équation, c'est beau. Quand je montre une équation au tableau, c'est des symboles, c'est du grec. Je trouve que c'est magnifique. Puis en plus, le fait qu'on arrive à décrire la nature, à la mettre sous forme d'équation, je trouve ça super, parce qu'une équation, c'est déjà, pour moi, esthétiquement beau, et en plus, ça décrit la nature. C'est simplement un langage. Mais ça décrit quoi, moi qui n'y connais rien? Qu'est-ce que ça peut me raconter, une équation? Eh bien, par exemple, une équation peut vous raconter comment une planète tourne autour du Soleil. Ah oui. Peut vous raconter pourquoi la Terre, elle est à cet endroit-là, dans le système solaire, pourquoi elle n'est pas ailleurs, et quelle est sa vitesse autour du Soleil, et pourquoi elle a cette vitesse. Ça vous raconte aussi pourquoi une aile vole dans le ciel, pourquoi les avions volent. Ce sont des équations qu'on utilise. Pourquoi, quand vous touillez votre café, ça crée des tourbillons. En fait, c'est un langage qui permet de décrire la nature et de le prédire, puisqu'en fait, ces équations-là, on s'en sert pour prédire, par exemple, que quand je vais lancer une sonde au moyen d'une fusée depuis la Terre, je peux vous dire exactement combien de temps elle mettra pour atteindre un corps. La mission Rosetta de l'Agence spatiale européenne, qui est allée voir une comète, elle a mis 12 ans pour l'atteindre, et on savait dès le départ exactement quelle serait sa trajectoire, qu'elle survolerait 2 astéroïdes entre-temps, tout ça était très calculé. Donc ça permet de faire ça. Et il y a un côté artistique, parce qu'on cherche aussi des scénarios qui ont une certaine élégance, ou même dans les démonstrations que l'on fait de nos théories, on cherche toujours les démonstrations les plus élégantes. Donc il y a aussi un côté artistique dans tout ça, parce qu'on cherche à faire ça avec une certaine finesse. Donc ça, c'est l'artistique au niveau mathématique, mais il y a aussi un côté art dans la conception des missions spatiales, parce que c'est vraiment de la technologie de pointe. Et quand je vois, alors là, c'est pas moi, parce que je suis pas manuel du tout, mais quand je vois mes collègues qui fabriquent des tout petits instruments, c'est de la joaillerie, hein. Mais alors ça, évidemment, ça nous intéresse beaucoup au Craft Project. Vous dites que vous n'êtes pas manuel, mais peut-être qu'on peut se retrouver sur votre fascination pour la matière, qui est vraiment quelque chose qui définit les artisans d'art. Ah oui, alors ça, je suis fasciné par la matière, par comment est-ce qu'elle se fabrique, comment elle se transforme. Et effectivement, dans ce que je fais, donc, qui concerne ces problèmes de formation des planètes, de l'émergence de la vie sur Terre, l'aspect minéraux, comprendre les minéraux, comment ils se forment, etc., c'est essentiel. Le carbone qui est à l'origine du diamant, pourquoi est-ce qu'un carbone se transforme en diamant ou en graphite selon la pression, ça on a besoin de le comprendre. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on sait que le diamant est formé par l'explosion des étoiles. Ce sont les étoiles qui créent en explosant tous les éléments lourds dont on a à disposition, donc le fer, etc. Et puis il faut aussi savoir que ce sont les astéroïdes qui ont apporté l'or et le platine, tous les métaux rares que vous utilisez maintenant. Sur la planète ? Oui, parce qu'en fait, quand la Terre s'est formée, donc elle s'est formée à partir de petites briques qui se sont agglomérées et ont fait croître un corps de plus en plus gros qui a formé la Terre et les autres planètes. Et en fait, ce qui se passait, c'est qu'au départ, tout était très chaud. Donc la planète, elle s'est formée de façon à peu près liquide. Et qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là ? Les éléments les plus lourds vont au centre de la planète. Et donc le fer, qui est un élément lourd, a commencé à aller au centre. Et il a entraîné avec lui tous les éléments qu'on appelle sidérophiles, c'est-à-dire des éléments qui, dès qu'ils voient du fer, ils se marient avec. D'accord. Donc le platine, l'or, tout ça a été entraîné avec le fer pour former le noyau de la Terre. Ce qui veut dire que tout ce qui reste dans le manteau de la Terre a été apporté après.
Sinon, il aurait tout été entraîné à l'intérieur. Et ça venait d'astéroïdes. Et oui, ça, ce sont les impacts qui se sont produits après que la Terre se soit formée, qui ont apporté tous ces métaux rares auxquels on a disposition. Et d'ailleurs, les premières armes utilisées dans la préhistoire en fer, c'était des météorites de fer. Donc apportés par les impacts trouvé à la surface de la Terre. Parce que le fer pur tel quel, on l'a pas sur Terre, il est au centre de la Terre, allez-y faut creuser, 6000 km en profondeur. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'il y a maintenant des pays comme le Luxembourg qui ont même fait passer une législation pour miner les astéroïdes. Alors au départ, c'était l'idée de ramener les métaux précieux sur Terre pour pallier au manque possible des métaux sur Terre, mais en fait, c'est trop compliqué, évidemment. On ne peut pas miner les astéroïdes. Il y a toujours cette idée-là. Le problème, c'est ce qu'ils n'avaient pas compris, ceux qui pensaient à ça au départ, c'est que sur Terre, tous ces éléments se sont concentrés. On a des mines. Sur les astéroïdes, c'est éparpillé, c'est des petits brins. Sur un astéroïde de 900 mètres, on a certes des milliers de tonnes, mais elles sont complètement éparpillées. Donc à moins de ramener tout l'astéroïde, ce qu'on ne fera jamais, ça devient compliqué. Par contre, ce qu'on cherche à faire, c'est à les utiliser comme des ressources in situ, c'est-à-dire pour aller plus loin. Par exemple, extraire l'oxygène, l'hydrogène pour faire du carburant sur place. Donc au lieu d'amener l'énergie de la Terre, ce qui est coûteux, on la fabrique sur place. Et là aussi, un côté artisanal, pas trivial, parce qu'on n'est pas dans les mêmes conditions d'attraction. Sur Terre, on est attiré. Quand je saute là sur ma chaise, je retombe. Sur un astéroïde, en m'excitant comme ça, je ne retombe pas, parce qu'ils sont tout petits, il n'y a pas d'attraction. Donc, si je veux, par exemple, creuser sur Terre, je vais sur la plage, là, près du Cap Ferrat, je creuse en poussant, je reste sur Terre parce que la poussée que j'exerce n'est pas aussi forte que la gravité qui m'attire sur Terre. Sur un astéroïde, le fait de pousser, je monte, parce qu'il n'y a rien qui me... Donc, il faudrait que je m'accroche d'abord, miner. Donc c'est très, très compliqué. C'est compliqué. Voilà. Puis le spatial, c'est compliqué en général. Racontez-nous la mission Hayabusa 2 dans laquelle vous avez accompagné l'atterrissage d'un satellite sur une astéroïde qui se trouve à 340 millions de kilomètres de la Terre. C'est ça. Alors en fait, c'est une mission japonaise. C'est la deuxième du genre. Ils avaient fait une première démonstration technologique qui s'appelait Hayabusa 1, qui a visité un premier astéroïde en 2005. Mais c'était une démonstration technologique. Là, c'est une mission qui a pour but de visiter un astéroïde potentiellement riche en carbone. Sur la base des informations qu'on a, il contiendrait du carbone et on veut en récolter des échantillons pour les ramener sur Terre et les analyser en laboratoire parce qu'on a une précision avec les instruments d'analyse en laboratoire beaucoup plus grande que ce qu'on peut amener sur place. Et pour vérifier le rôle de ces astéroïdes dans, d'abord, la fabrication des planètes, sont les restes des briques qui ont formé les planètes et qui sont maintenant parquées pour la plupart entre Mars et Jupiter dans une ceinture qu'on appelle la ceinture des astéroïdes. Et certains d'entre eux croisent la trajectoire de la Terre. Et ce sont donc ces restes des briques qui ont formé les planètes et qui ont un avantage, c'est que contrairement aux planètes qui sont grosses et donc qui ont chauffé, leur matériau s'est transformé chimiquement parce qu'elles ont chauffé, comme quand on met des œufs dans une poêle et ça se transforme en omelette. Les astéroïdes sont restés suffisamment petits pour ne pas avoir subi cet échauffement et donc ils ont gardé la mémoire de la composition initiale des briques élémentaires des planètes. Donc si on veut remonter le temps et comprendre ce stade de formation des planètes, il faut étudier les astéroïdes. Et par ailleurs, certains, et dont on pense celui-là, contiennent de la matière organique. Et ce qu'on veut vérifier, si cette matière organique est compatible avec celle qui a pu faire émerger le vivant sur Terre. Parce qu'on a eu beaucoup d'impacts d'astéroïdes à la fin de la formation de la Terre. Et donc un des scénarios que l'on a en tête, et qu'on a d'ailleurs calculé, serait que ces astéroïdes auraient pu apporter les ingrédients qui ont permis à la vie d'émerger. Donc, on veut ramener ça. Simplement, ce sont des missions extrêmement compliquées parce que quand on part vers un objet comme ça, on a très peu d'informations depuis le sol terrestre. Ils sont très petits, donc ils n'émettent pas leur propre lumière. Ils ne font que réfléchir à la lumière qui vient du Soleil. Donc, on a très peu d'informations depuis la Terre. En particulier, est-ce que la surface, elle est dure? Est-ce qu'elle est molle? Est-ce que c'est du gravier? Est-ce que c'est de la roche dure? Donc, concevoir un outil, quand on parle de fabrication d'outils pour fabriquer un bijou, on sait que l'or, il est malléable, on sait que le diamant, c'est dur. Donc, on va adapter nos outils en conséquence. Mais là, on est à 340 millions de kilomètres, on a mis 4 ans pour y arriver, donc il a fallu faire des hypothèses sur le type d'outils qu'on utilise pour extraire le matériau. On n'a pas un laboratoire, un bureau avec tous les instruments qu'on peut choisir. Donc ça a été un peu le challenge et on est arrivé le 27 juin 2018 et on a découvert, évidemment comme souvent, que tout ce qu'on avait pensé était complètement faux. Et qu'en l'occurrence, on a affaire à un objet qui est
peuplé de rochers, il y en a de partout. Donc pour atterrir, c'est très compliqué. Et il a fallu revoir toutes les stratégies de descente et des opérations pour pouvoir atterrir et récolter un échantillon. Et les outils que vous aviez prévus vont quand même être exploitables ? Alors oui, alors en fait, l'idée, c'est de concevoir quelque chose qui s'accommode le mieux avec une grande gamme de possibles, puisqu'on ne sait pas ce qu'on va trouver. Donc là, pour cette mission-là, on vise de récolter 100 mg, ce qui paraît rien. Mais avec 100 mg, mes collègues cosmochimistes qui analysent les échantillons peuvent tout faire. Oui. Vous raconter toute l'histoire de l'objet, dater, enfin bon, c'est vraiment extraordinaire. Et donc pour ça, le satellite a donc une espèce de cornet qui ressemble un peu à une trompe de moustique. Lorsque cette trompe touche la surface, dès qu'elle touche, ça déclenche un petit projectile de 5 grammes qui tape à 300 mètres par seconde, donc très vite sur la surface. Et en moins d'une seconde, boum, ça crée un petit cratère, les éjectats remontent, on les capture et on repart. On fait ce qu'on appelle du touch and go, parce que comme il n'y a pas d'attraction sur ces astéroïdes, on ne peut pas rester trop longtemps, parce qu'il y a tout qui bouge, on a des panneaux solaires qu'il faut protéger, parce qu'il faut revenir. Donc on utilise une méthode qui permet de faire ça le plus rapidement possible. Et on a réussi ça le 22 février dernier, donc j'étais au Japon dans la salle d'opération. Seul non japonais d'ailleurs à être dedans, j'étais très honoré. Et on a réussi cet exploit pour la première fois de récolter un échantillon avec succès. Et on va tenter une deuxième fois, probablement en mai ou juin. Ah oui, avec le même satellite. Donc il n'est pas sur le chemin du retour. Non, pour l'instant. En fait, en avril, on va faire encore un truc complètement fou. Mais bon, quand on est fou, on l'éclate à moitié en général. Et là, on va carrément déployer une boîte qui va rester à distance de l'astéroïde pendant que le satellite va se mettre derrière l'astéroïde pour se protéger, parce que cette boîte va exploser et donner de la vitesse à un projectile, cette fois-ci de 2 kg, en cuivre, qui va taper à 7200 km/h pour faire un énorme cratère, on espère. Et l'idée, c'est d'aller reprendre de la matière à l'intérieur du cratère après, pour comparer la matière de sous-surface à celle qui a été longtemps exposée au soleil, qui a pu subir des effets de radiation, etc. Donc c'est des opérations très délicates, l'aventure n'est pas finie. Et en parallèle, on a une mission américaine de la NASA, OSIRIS-REx, qui elle aussi est sur un autre astéroïde, pour aussi en récolter des échantillons avec le même objectif, mais cette fois-ci avec un mécanisme de récolte plus ambitieux, qui pourrait récolter jusqu'à 2 kg de matière. Donc on a vraiment en parallèle, alors je trouve que je suis dans les deux missions, donc je suis en train de sauter entre deux avions, entre le Japon et les États-Unis, mais bon c'est super. Et on a deux missions qui sont sur deux astéroïdes et qui nous apprennent beaucoup, et surtout qui donnent un beau message, je trouve, au peuple, c'est que quand il s'agit de la connaissance, les frontières elles n'existent plus. C'était justement ce que j'allais vous demander. Quand vous passez d'une salle de mission au Japon à une salle de mission aux États-Unis, la passion elle est la même ? Ah oui, elle est la même. Alors les approches sont très différentes. Les méthodes de travail sont très différentes, donc c'est même un enrichissement culturel. Parfois, je dis, je fais de la science comme prétexte pour m'enrichir culturellement, parce que je travaille avec je sais pas combien de pays, et c'est vraiment... rien que ça, c'est que du bonheur. Et surtout, ce qui est très beau dans ces deux missions, c'est que, alors qu'on pourrait penser qu'il y a une compétition, parce que on veut toujours être le premier, en science, c'est le plaisir aussi de découvrir, voilà. Eh bien, là, c'est un petit peu comme sur un stade de tennis, on a deux joueurs qui, effectivement, il y a un côté sportif, on veut être le premier, mais c'est très fair-play. Et puis, c'est plus que fair-play parce qu'on se partage les données, parce que moi, par exemple, je suis dans les deux missions et il n'y a aucun problème, et je ne suis pas le seul d'ailleurs à être dans les deux missions, et au contraire, on s'enrichit les uns des autres, parce que notre but, en tant que scientifique, c'est vraiment de produire de la connaissance universelle, et donc donner immédiatement au public. Et donc c'est vraiment ça. Il y a vraiment, alors qu'il y a un contexte géopolitique exécrable en ce moment, je trouve que c'est pas terrible. On voit qu'au niveau des chercheurs, mais tout ça, ça compte pas. Et j'ai même des collègues chinois avec qui je travaille, et c'est marrant de voir que pour les données notamment d'Hayabusa 2, que je voudrais discuter avec mon collègue chinois, les scientifiques de la mission disent si c'était que nous, il n'y a aucun problème. Après, bon, il y a des enjeux politiques entre les deux pays, voilà. Mais au niveau des scientifiques... ça circule. Ah, mais oui, et d'ailleurs, il faut que ça circule. C'est très important, parce que la science, c'est quelque chose que j'explique toujours aux jeunes, pour qu'ils interprètent d'ailleurs mieux qu'est-ce que la science, et est-ce que c'est crédible, et par rapport à tout ce qu'on lit sur Internet. La science, elle a besoin d'être critiquée. C'est très important. La science, c'est quelque chose qui doit être d'abord une validation, donc il faut que ce soit reproductible, et ça nécessite d'être discuté. Quand on dit qu'on a un résultat scientifique, il n'est valide que quand il a été soumis à relecture par des pairs et publié. C'est ça la validation, et donc c'est très important de pouvoir justement confronter nos idées avec d'autres,
Et pour ça, l'échange d'informations est très important. Alors après, c'est sûr que quand on est en train de préparer un papier, là on est en train de le faire pour les 2 missions, on essaie d'aller vite pour être les premiers, mais ça c'est normal. C'est l'excitation aussi. Mais bien sûr, on est comme des enfants, hein. C'est ça qui est génial. Moi je grandis pas, vous auriez vu la salle d'opération, on a sauté de joie, on était comme des gamins. Et il faut garder cet œil neuf, cet esprit neuf, parce que après sinon on est trop biaisé. Mais est-ce qu'on peut être blasé de l'univers ? Est-ce qu'il y a un moment où on peut arrêter de s'émerveiller de choses pareilles ? Ah non, on peut perdre la tête, mais bon, on l'a déjà perdu, donc c'est pas grave. Vous connaissez des gens qui ont vraiment perdu la tête ? Dans l'infiniment grand Alors je sais pas s'ils ont perdu la tête à cause de ça, malheureusement, mais il faut être un peu demeuré pour faire ce qu'on fait, parce que bon... Pourquoi ? Parce que on est, comme je vous dis, on est un peu comme des gamins, et puis on se pose des questions sans arrêt, on est toujours à fond. Alors je sais pas si c'est de demeurer d'être comme ça. Vous souriez beaucoup, en tout cas ça a l'air de vous rendre très heureux. Ah oui, mais ça c'est le meilleur antidépresseur, et le meilleur, s'il y a des gens qui ont des problèmes, ils ont qu'à voir ce que je leur montre, et je vois pas comment est-ce qu'on peut rester indifférent, et surtout de voir à quel point, et c'est pareil d'ailleurs quand je regarde un bijou, hein, moi je suis admiratif du travail méticuleux qu'il y a pour faire des bijoux qui ont des formes fascinantes. C'est toujours de voir ce que l'intelligence humaine est capable de faire quand elle est mise au service de l'art ou de la connaissance. Et on le mesure encore plus quand vous allez au lancement d'une mission. Au lancement d'une mission spatiale. Quand vous voyez décoller, donc j'ai fait Osiris Rex, là, j'ai amené ma femme d'ailleurs, qui, là, elle s'est rendue compte que ce que je faisais, il y avait du concret derrière. Mais quand on voit le bruit, les risques, parce que bon, tout peut exploser à n'importe quel moment. On est toute l'équipe qui a travaillé 10 ans sur la mission, tous ensemble avec les familles, tout ça. Et on voit ce machin-là partir, et on se dit, waouh, il part, et puis dans 4 ans, il sera sur l'astéroïde. On le voit jusqu'au bout, il passe le mur du son, et on se dit, waouh, tout ça, c'est l'homme qui l'a fait. Là, c'est vraiment puissant. Et j'ai le même effet quand je passe devant un magasin de bijoux et que je vois des pièces d'une beauté déjà, et d'une complexité pour mettre en œuvre. Enfin, et ça, c'est aussi des messages que j'essaie de faire passer aux jeunes, c'est d'avoir l'esprit curieux, avoir l'esprit du défi. Ne serait-ce qu'à partir d'un bloc, arriver à faire un bijou, ou à partir de rien, arriver à faire une mission spatiale. Alors justement, c'est une grande question des métiers d'art, c'est la transmission. Vous êtes chercheur au CNRS, donc vous enseignez. Alors je ne suis pas obligé d'enseigner au CNRS, c'est le Graal de la recherche, parce qu'en fait, une fois qu'on est recruté, on a le choix de faire ce qu'on veut. D'accord. Mais vous aimez ça, alors vous choisissez d'enseigner ? Oui, ça j'aime bien ça. Alors je ne le fais pas trop, parce que le problème, c'est que je voyage beaucoup. Et donc, du coup, avoir un enseignement régulier nécessite d'être plus en permanence au même endroit. Mais je donne des cours, des modules dans des grandes écoles. Mais alors, du coup, j'ai une question qui ne va pas être une question technique ou scientifique, parce que j'imagine bien comment on apprend une formule mathématique ou peut-être un raisonnement, mais comment on apprend et on transmet la curiosité et cet esprit de découverte et cette espèce d'enfance perpétuelle que vous avez et qui vous pousse, en fait, et qui vous a mené là où vous êtes aujourd'hui ? Déjà, alors, je dirais que j'ai 2 méthodes. La méthode vraiment, j'allais dire académique, enseignement, c'est lorsque je suis au tableau et qu'il y a un élève, c'est de lui faire découvrir lui-même la solution, et le plaisir, c'est de découverte. De lui faire prendre conscience que on aboutit à la formule finale et qu'est-ce qu'elle nous raconte. Et ça marche assez bien, si je ne suis pas pris pour un demeuré, mais ça marche assez bien. Et puis l'autre chose quand même, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que l'avantage qu'on a maintenant par rapport à avant, c'est qu'on a de belles images à montrer. On explore le système solaire. Avant, l'exploration spatiale, c'était beaucoup plus difficile, parce qu'à part un tableau des équations, on n'avait rien à montrer. Même dans un télescope, on avait c'est finalement des points lumineux sur un ciel, à part montrer Saturne, Jupiter ou la Lune. Là, on peut montrer des images, je vous disais, les images de Jupiter, là on a des milliards de kilomètres de la Terre, et on est dessus. C'est vraiment, donc pour susciter l'évocation, c'est extrêmement facile, et c'est pour ça que je consacre beaucoup de temps public outreach, à la communication vers le grand public. D'ailleurs, les États-Unis m'ont attribué une médaille pour ça, la médaille Sagan, parce que je considère que, c'est vraiment, on a cette aubaine, on a cette chance maintenant d'avoir quelque chose de facile. On montre une image comme ça, c'est sûr
Vous voulez partager gagné. cette fascination? Ah oui, déjà parce que j'ai besoin de partager. De toute façon, j'aime pas le plaisir solitaire. Même quand je regarde un coucher de soleil, il faut que j'appelle quelqu'un pour dire oh, regarde ça, c'est magnifique. Donc j'ai besoin de partager. Et en plus, c'est parce que c'est tellement plaisant, je pense que... Et beaucoup de gens n'ont pas conscience de ça. Ils pensent que oh là là, un astrophysicien, ça va être compliqué, on va rien comprendre. Non, non, ce qu'on fait est extrêmement compliqué, c'est sûr. La technique, elle est compliquée. Mais ils n'ont pas besoin de savoir tout ça. Oui. L'avantage qu'on a par rapport à quelqu'un qui fait de la mécanique quantique, par exemple la physique des particules, c'est que même si ce qu'on fait au quotidien est compliqué, ce qu'on trouve est facile à exprimer. Oui. Est facile, il n'y a rien de plus simple à expliquer comment est fait Jupiter, expliquer comment c'est du concret, ça parle, on a des images pour le montrer, et ça répond à plein de questions, et ça serait complètement fou de ne pas bénéficier de cette chance pour en faire profiter les gens. On travaille ensemble pour la Maison Chaumet. Cet été, on va montrer aux clients de la maison. Vous allez parler surtout du ciel de juillet, ici à Monaco. Il est comment le ciel de juillet à Monaco? Qu'est-ce qu'on va voir? Qu'est-ce que vous allez raconter? Alors cette année particulièrement, c'est le 50 ans du premier homme sur la Lune, le 20 juillet 69. Et ça, c'est quand même un énorme événement parce que c'était quand même la première fois que l'être humain s'arrachait de la Terre pour en plus se poser sur un autre corps. Ce qu'on n'a jamais plus fait après la fin des missions Apollo. La dernière, c'était 73, je crois, ou 72. Et ça, c'est un énorme événement. Et en plus, on bénéficie du fait qu'on verra la Lune de manière extraordinaire parce qu'elle est très près de la Terre. Et je pense que ça doit être le point clé de ces soirées-là, c'est d'avoir la possibilité d'accéder à des observations de la Lune qu'on verra bien à l'œil nu, que dans un télescope, on voit les cratères de façon magnifique. Et la Lune nous raconte des tas de choses sur notre Terre et sur l'histoire du système solaire. Ah oui, qu'est-ce qu'elle raconte la Lune ? Déjà, la Lune, elle est issue d'un impact géant qui s'est produit avec la Terre. Un objet de la taille de Mars à peu près a tapé la Terre à la fin de sa formation. Et d'ailleurs, j'ai des simulations numériques qui reproduisent ça, que je pourrais montrer. C'est des films de simulation. Donc là, c'est le résultat du calcul où on voit ce qui s'est passé il y a 4,5 milliards d'années, au moment où la Terre, en fin de formation, a subi un impact complètement aléatoire qui pouvait ne pas se produire et qui a arraché une partie du manteau de la Terre, et tous ces débris se sont réaccumulés pour former la Lune. Incroyable. Donc ça, c'est très intéressant. Et la partie encore plus intéressante, c'est que grâce au fait qu'on a la Lune, l'axe de rotation de la Terre, donc la Terre elle tourne autour d'un axe comme une toupie, il est stabilisé, ce qui permet d'avoir les saisons. Et on a montré que si on enlevait la Lune, eh bien, l'axe de rotation de la Terre s'orienterait de manière complètement aléatoire, chaotique, et on n'aurait plus la régularité des saisons, et peut-être que la vie sur Terre ne serait pas apparue, enfin les humains. Donc il a fallu, et ça c'est assez troublant, qu'il y ait un impact qui pouvait ne pas se produire, avec en plus exactement les bonnes conditions pour former une Lune à sa bonne place pour stabiliser l'axe de rotation de la Terre et faire que la vie apparaisse sur Terre. Mais justement, comment vous vivez le hasard ou... Est-ce que vous... À quoi vous croyez, vous? Est-ce que vous croyez au hasard? Alors ça, la croyance, ça c'est quelque chose qui est au-delà de la science. Le scientifique, lui, il s'intéresse à mettre sous forme de loi mathématique ce qu'il peut comprendre. Après, le reste, c'est du personnel. Donc ça, ce que je crois n'a pas tellement d'importance. Non, mais c'est que ça n'a pas d'importance. En plus, ça n'a aucune valeur. Je peux simplement dire que je ne pense pas que tout ça soit purement matériel, du hasard. Enfin, j'ose croire qu'il y a quelque chose derrière tout ça. Personnellement, je ne crois absolument pas à un créateur personnalisé. Parce que là, j'aurais conseillé de construire quelque chose de moins compliqué. C'est pas de moi. Mais bon, c'est vrai que c'est tellement beau, c'est tellement... voilà, je me dis qu'il doit bien y avoir une explication à tout ça. Après, que ce soit une explication liée à quelque chose de spirituel ou pas, c'est encore autre chose. Mais oui, c'est tellement bizarre qu'on soit là, qu'il y ait aussi des tas d'événements aléatoires, indépendants, qui ont été nécessaires pour que la vie apparaisse sur Terre. Et d'ailleurs, ça pose une question, c'est est-ce qu'on est seul dans l'univers? Parce que depuis 1995, d'ailleurs, deux Suisses qui observaient l'observatoire de Haute-Provence, pas très loin d'ici, ont découvert la première exoplanète, donc planète autour d'une autre étoile. Et depuis, on a découvert des milliers. Et en fait, on commence à découvrir des planètes qui commencent à ressembler un petit peu à la Terre. On les appelle les super-terres, parce qu'elles sont un peu plus grosses que la Terre, mais à la bonne distance de l'étoile pour qu'il y ait de l'eau à l'état liquide, etc. Donc on voit que dès qu'on a la capacité d'observer quelque chose, on l'observe. Donc on se dit qu'il y a 200 milliards d'étoiles dans notre galaxie, et il y a 200 milliards de galaxies dans l'univers. Donc il y a 200 milliards de fois 200 milliards de possibilités
d'avoir une Terre comme la nôtre. Donc ça serait très étonnant qu'il n'y en ait pas. Donc on croit tous dans les scientifiques, enfin on est convaincus qu'il doit y avoir de la vie ailleurs, et on cherche à la trouver. Mais l'hypothèse qu'on soit les seuls, elle n'est pas complètement réfutable, parce que c'est vrai que quand on regarde les conditions pour que la vie apparaisse sur Terre, il a fallu énormément de conditions. Certaines corrélées, et d'autres indépendantes, et c'est comme si au final on devait gagner à 3 loteries différentes. Ouais. Alors une, ok, mais 2 ça devient compliqué, 3 encore plus. Alors après on va me dire oui mais il y a 200 milliards fois 200 milliards, donc on peut peut-être y arriver. Donc effectivement on cherche ça, est-ce qu'on trouvera, moi je fais le pari qu'on trouvera, et peut-être dans moins de temps qu'on le pense, parce qu'on a beaucoup de missions spatiales et de grands télescopes qui regardent tout ça. Mais pour l'instant, c'est encore l'inconnu. Et du coup, tant qu'on n'a pas cette deuxième confirmation, enfin qu'on n'est pas les seuls, évidemment, ça laisse la voie à beaucoup de spiritualité. On va revenir dans le corps. C'est une question qu'on pose beaucoup aux artisans d'art, c'est où est-ce que vous avez mal le soir après une journée à l'atelier. Vous travaillez dans votre tête et dans vos avions. Est-ce que votre corps n'a pas été un peu désinvesti dans cette histoire ? Ouais, j'ai mal au dos, j'ai mal à la tête. On a tous des problèmes de santé, je pense. Mais c'est pas tellement... non, c'est... Le truc, c'est que quand vous faites ce genre de métier où, à part pour tout ce qui est des tâches administratives, on en a trop, et ça me fait mal. Ouais. Mais pour le reste, ça vous sauve de tout. Ouais. Parce que vous êtes très passionné. Ouais. En fait, ça permet de relativiser le reste. Quand vous êtes à fond dans votre passion, tous les problèmes autres, on les écoute moins. En fait, on écoute trop son corps. Moi le premier parfois, j'ai plein de problèmes de santé, mais je les écoute pas parce que je suis tellement à fond dans ce que je fais, et du coup quand on focalise moins sur ces problèmes, ça veut pas dire qu'ils disparaissent, ça serait trop facile, mais on les relativise et on les vit mieux. Et en fait, alors là on rentre dans les considérations philosophiques, mais il n'y a pas une réalité, il y a sa propre réalité. On peut vivre une chose, c'est la façon dont on la vit qui compte, c'est pas ce qui se passe. Vous allez voir un accident mortel, une maman qui perd son enfant, comme ma mère a perdu son fils, accident de voiture, elle va peut-être s'effondrer, puis une autre mère, elle va vivre mieux, et puis une autre... Parce qu'en fait, c'est la façon dont on perçoit les choses qui comptent. Et en fait, en travaillant là-dessus, on peut gagner énormément en morale. Bien sûr. Parce que ce qui compte, c'est la façon dont on le vit, et puis il y a toujours un côté... il faut toujours se dire que toute expérience, même malheureuse, elle produit un certain enrichissement si on sait le voir. Tout ce qui ne me tue pas m'enrichit, ce que disait Nietzsche. Et c'est vrai. Alors c'est vrai qu'en temps réel, on ne le vit pas nécessairement comme ça, mais si on en a conscience, voilà, où j'en suis. Par exemple, on a un échec dans notre travail, on a une mission spatiale qui a explosé, etc. 2 solutions. Soit on se morfond, on déprime, c'est fini. Ou alors on se dit, aïe. Bon, maintenant, qu'est-ce que j'en fais ? Ok, il faut continuer à avancer. Qu'est-ce que j'en sors ? Autant, quitte à ce que ce soit un échec, autant qu'il m'aide à faire fructifier mon expertise et à ce qu'elle en bénéficie. Sinon, ça ne sert à rien. Bien sûr. J'ai horreur des expériences. Enfin, je suis triste pour les gens qui ne tirent rien d'une expérience. On en tire toujours quelque chose. On ne le voit pas nécessairement en temps réel, mais on tire toujours quelque chose d'une expérience, qu'elle soit ratée ou qu'elle ne soit pas ratée. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de raté. C'est toujours un enrichissement. Et à ce moment-là, et ça c'est très important parce que ça permet de ne pas avoir la peur de prendre des risques. Ouais. Et la peur de l'échec. Et croyez-moi, je suis quelqu'un qui manque d'assurance, mais à fond la caisse. C'est vrai. Ah oui, mais c'est impressionnant. J'ai du mal à le croire. Ah oui, attendez, quand j'ai eu le bac avec mention, je suis d'abord allé voir si j'étais repêché à l'oral. Donc non, moi j'ai toujours tout raté dans ma tête. Mais ça m'a jamais empêché de prendre des risques parce que j'ai par contre l'humilité suffisante pour me dire que pas réussir, c'est pas grave. Oui. En fait, c'est un peu une arrogance de penser. En fait, la peur de l'échec, c'est un petit peu arrogant. Parce qu'on se dit que non, on ne doit pas faillir. Si, parfois on faillit, et puis tant qu'on remonte. L'imbécile, c'est celui qui a un échec et qui n'en tire rien et qui reste sur son échec.
Alors justement, il y a une autre dimension de la vie des artisans qui est la vie économique, qui est très importante. Ça se passe comment de vivre de votre passion, de votre expertise, de votre science? Vous vivez bien, vous êtes content? Oui, alors bon, dans la recherche, on n'est pas très bien payé. Ouais. C'est vrai, j'aurais pu être payé beaucoup plus dans l'industrie, mais on a l'avantage de faire... moi, je me lève le matin, puis je me dis, en plus, je suis payé pour ça. Par contre, l'administration est là pour me rappeler, avec toutes les tâches administratives qu'on fait, que je suis effectivement payé pour faire quelque chose. Mais je rigole qu'à moitié, c'est vrai que c'est génial. Alors bon, malheureusement, il y a très peu de postes dans la recherche. C'est vraiment un chemin de croix. D'arriver à être chercheur. Donc ça, c'est le prix à payer. Après, on fait ce métier-là, on compte pas et tant mieux, on est très content. Là où l'économie revient à la charge, c'est quand on construit une mission spatiale, pour qu'elle soit sélectionnée, il faut être dans les coûts maximales autorisés. Oui, ça c'est très important. Et c'est là où on est obligé de compter business. Et de la même manière, si on est payé en France pour faire de la recherche, par contre, on n'a aucun moyen pour la faire. Et donc, c'est répondre aux appels d'offres européens. Là, je viens de passer 5 mois, j'ai soumis avant-hier, là je suis vidé, un énorme appel à projet que je coordonne avec 14 labos, 2 industries, pour avoir de l'argent de l'Europe pour un gros projet. C'est toujours des compétitions énormes, donc on passe beaucoup de temps. Vous allez chercher vos moyens en fait. Ah oui, on est obligé. Toujours. Alors, l'avantage qu'on a par rapport aux Américains, c'est qu'eux, ils cherchent les moyens aussi comprenant leur salaire. D'accord. Tandis que nous... vos salaires, ils sont assurés. Alors ça, c'est quand même... J'oublie jamais ça. Mais malgré tout, pour travailler, il faut pouvoir recruter des post-doctorants, des thésards, des étudiants en thèse. Et ça, l'argent ne nous l'est pas donné. Donc là, il faut aller le chercher. Donc ce côté économique, on le comprend bien parce que les appels d'offres, ils sont limités à tel tant de millions d'euros. Donc il faut justifier l'argent qu'on demande et justifier qu'on n'a pas besoin de plus. Et pareil, quand on construit une mission spatiale, tiens, voilà, je vais aller voir une comète. Ah oui, mais alors attendez, la mission, le maximum autorisé, c'est 800 millions d'euros. Donc, alors c'est là que ça devient compliqué, il faut ajuster, Donc, on a un gros côté budget et notion économique, pas pour en faire un profit, non, bien mais sûr, pour rester dans les mais coûts. pour construire des projets. Voilà, pour construire des projets. Alors, du coup, je ne sais plus quelle était votre question. Mais c'était comment vous viviez de votre travail. Et justement, on arrive à la dernière question du Craft Project, qui est qu'est-ce que je peux faire pour vous avec ma baguette magique? Moi, je suis une fée des métiers d'art, j'ai plutôt une baguette magique spécialisée dans les métiers d'art, mais je suis sûre qu'avec vous, elle va pouvoir réaliser des rêves encore plus grands. Alors, dites-moi. Alors, ma baguette magique, c'est que d'un coup, parce que je ne veux pas monter dans une fusée, c'est trop dangereux, vous me faites immédiatement être sur un astéroïde, que je puisse toucher, que je puisse voir de quoi il est fait et que je puisse voir à l'intérieur, parce que c'est quelque chose qui nous manque. Et d'ailleurs c'est le cas pour les planètes, pour tous les objets que l'on sonde actuellement, c'est qu'on voit la surface, on voit des super images de surface, mais on veut savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Et de pouvoir aller voir là-dedans, me balader et vérifier si tous mes modèles, mes prédictions sont justes, ça serait pour moi génial. Une autre, si vous avez une deuxième baguette magique, allez. Je voudrais aller voir à l'intérieur de la banquise d'Europe, qui est un satellite de Jupiter, qui a un grand océan, et je voudrais voir s'il y a des calamars et des cachalots, parce que c'est le seul endroit où il y a peut-être de la vie dans le système solaire avec un autre satellite de Saturne. Donc aller à la rencontre de mes amis cachalots d'Europe. Eh bien, préparez-vous parce que la baguette du Craft Project, elle est très très efficace. Vous en voulez une autre? Ouais, allez, une dernière. C'est que grâce à tout ce que je fais pour parler aux jeunes, que je vois qu'on est une jeunesse un peu heureuse et avec tous les challenges que la Terre nous pose, qui est l'envie et qui ne vit pas sur les craintes, mais plutôt sur l'envie de réussir. Elle est belle celle-là. Merci Patrick Michel. Merci à vous. Métiers Rares est un studio de craft thinking. Le jour, Métiers Rares imagine et bâtit des ponts entre les métiers d'art et les marques. La nuit, Métiers Rares produit des podcasts qui célèbrent l'excellence et la créativité des humains. Si vous avez aimé ce podcast, dites-le nous avec 5 étoiles. Abonnez-vous, parlez de nous. Suivez-nous sur Instagram @Métiers Rares. Suivez-moi sur Instagram @Raphaël Métiers Rares. La signature musicale a été créée par Velvet Stairs. Je remercie Philippe Calvérac pour le montage minutieux et le mixage exigeant.